Shalom ou vracha. Alors la dernière fois, on avait parlé dans le cadre du problème de la mishmat, de la discipline. On avait en fait soulevé un problème, on peut dire c'est un véritable dilemme, à savoir qu'est-ce qu'il en est du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que on avait expliqué que la mishmat, la discipline consistait à fixer à l'enfant des règles qui étaient claires, qui étaient fixes et qui étaient qu'on pouvait pas en fait dépasser. Quand on a dit oui, c'est oui. Mais quand on a dit non, c'est non aussi, et on ne revient pas sur sa décision. Alors, dans cette mesure-là, difficile d'imaginer qu'il peut y avoir une mishmat sans pouvoir exécutif. C'est-à-dire que si par exemple vous roulez par exemple à 100 km/h en ville et qu'un policier qui vous arrête et vous dit monsieur, c'est interdit de rouler à 100 km/h en ville, c'est 50 km/h maximum. On dit bon, ok, alors je reçois une amende, retrait de permis. Non, monsieur, pas de problème, un grand sourire, continue à rouler. On a peu de mal à s'imaginer que dans cette mesure-là, la personne, elle va pas continuer à rouler à 100 km en ville puisque elle n'a pas reçu en fait d'amende, il n'y a pas eu de sanction derrière. Et pourtant, on avait raconté deux histoires qui illustraient parfaitement bien que on pouvait très bien exercer, dispenser à l'enfant une mishmat, une discipline, sans forcément le punir. Et bien au contraire, quelquefois quand on va punir l'enfant, c'est ça en fait qui va faire que l'enfant il va rentrer avec nous dans des rapports de force, et c'est le rapport de force en fait qui va détruire la mishmat. Parce que même si l'enfant il va m'écouter maintenant parce que peut-être que je suis plus fort que lui, parce que peut-être que j'ai la possibilité de le priver de quelque chose qu'il aime, c'est pas quelque chose qui va nous donner dans le futur de l'autodiscipline, de la mishmat atzmit. Aussi on avait expliqué qu'il y avait 3 points essentiels desquels il fallait toujours se rappeler dans le domaine de l'éducation, c'est la perception du moi de l'enfant, comment l'enfant il se perçoit, c'est très très important, comment il perçoit le monde, tfisat haolam, et comment il perçoit ses modèles. Donc en ce qui concerne la mishmat, en fait ici, encore une fois, on a un dilemme. C'est-à-dire que quand je force l'enfant à faire quelque chose, en fait, par rapport à sa perception du moi, nous, quand on veut dispenser de la mishmat, de la discipline, on veut passer à l'enfant le message qu'il est capable. Par exemple, l'enfant, il vous dit, j'ai envie d'un bonbon. On va dire, non, on peut pas manger de bonbons parce qu'on va bientôt passer à table. L'enfant, il dit, oh, j'ai envie d'un bonbon, il commence à pleurnicher. Alors, imaginez-vous, ça c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois quand j'étais petit. Il est petit, c'est pas grave, donne-lui. Alors, vous voyez, alors, le problème dans ce message, alors c'est vrai, des fois vraiment, il y a des choses qui sont vraiment au-dessus du niveau de l'enfant. Alors, dans ces cas-là, a priori, il faut, Birla, ne pas du tout lui demander. À partir du moment où vous avez demandé quelque chose à l'enfant, il faut d'abord bien réfléchir, est-ce qu'il est capable de faire? Et si il est capable de le faire, alors il faut aller jusqu'au bout. Parce que quand vous dites à l'enfant, c'est pas grave, il est petit, donne-lui, vous passez en fait à l'enfant le message, tu n'es pas capable. Donc vous voyez, par rapport à sa perception du moi, plus tard ça va donner, c'est une catastrophe, parce que plus tard en fait, l'adulte il va grandir avec une image de lui-même, comme cela, que à chaque fois qu'il va avoir envie de faire quelque chose, et qu'il aura très envie de faire quelque chose, et en fait il aura cette image de lui-même qui est pas capable d'être mitgaber, qui est pas capable maintenant de se mesurer, de dépasser, de se retenir lorsqu'il a en fait une envie. Donc à ce niveau-là, on comprend bien que la sanction, et quand on va forcer l'enfant, c'est pas bon, parce que je passe à l'enfant le message qu'il n'est pas capable. Parce que s'il était capable, j'aurais pas besoin de le punir pour qu'il obéisse à l'ordre. D'un autre côté, le problème de la perception du monde, c'est qu'en fait, on veut donner maintenant une perception du monde comme étant un monde avec des règles qui sont fixes, qui sont pratiquement immuables. Et là, effectivement, s'il n'y a pas de punition et que l'enfant il peut faire quelque chose, et qu'on se contente de dire, il faut pas faire ça, c'est pas bien de faire ça, mais qui peut continuer à le faire, là on est un peu embêté parce que par rapport à sa perception du monde, il y a une perception du monde en fait des règles qui sont pas vraiment des règles puisque en fait c'est de la blague, puisqu'on peut enfreindre ces règles en permanence. Alors la réponse elle était très claire, c'est qu'effectivement il faudra de toute façon ne pas se servir des punitions et il faudra en fait tout simplement faire en sorte qu'une fois que l'enfant aura dépassé la règle, une fois qu'il aura enfreint la règle, en fait tout ce qui est important c'est que l'enfant ne sorte pas de cette expérience avec une sensation de victoire, qui sortent pas de cette expérience avec une sensation qu'il a vaincu les parents. Pour cela, il faut pas rentrer dans le conflit. Et à partir du moment où, en fait, il y a plus cette sensation de pouvoir, cette sensation de puissance qu'on va donner à l'enfant tout simplement parce qu'on n'est pas rentré dans le conflit, qu'est-ce qui va rester? Il va rester en fait la sensation que l'enfant, il se sent pas bien d'avoir enfreint la règle. Parce qu'en fait, normalement, à part si on est complètement en révolte, quand on sait qu'on a fait quelque chose qui est pas bécédaire, quand on sait qu'on a fait quelque chose qui est pas d'après la loi, on se sent pas bien. L'ennui, c'est que lorsqu'on va rentrer dans le conflit avec l'enfant, on lui donne une sensation de puissance et de plaisir qui va en fait étouffer cette sensation, en fait, qui est la sensation quand on se retrouve en face de sa conscience et qu'on comprend qu'on a fait quelque chose de pas bien. Donc en fait, le simple fait de mettre l'enfant en face de sa conscience, qu'on l'a vu à travers 2 exemples, suffit et est censé suffire pour que l'enfant, au pire des cas, 1 fois, 2 fois, maximum 3 fois, il va enfreindre la loi. Si ça continue, il faut se poser la question. Ça veut dire que, en fait, il y a encore des rapports de force.
et encore des rapports de force, il faut se poser la question, comment ça se fait que l'enfant continue? Parce que s'il continue, c'est qu'il a un plaisir à continuer. S'il a un plaisir à continuer, forcément, c'est qu'en fait, on lui a donné, en fait, la possibilité de sentir cette sensation de puissance, comme on l'a dit, quand on rentre, en fait, dans le conflit. C'est très, très fin, parce que quelquefois, même l'intonation, elle joue un rôle. Même si je donne pas un ordre à un enfant, mais que mon intonation, elle est une intonation un peu agacée, comme ça, un rapport de force, alors oui, l'enfant, il va ressentir une sensation qu'il a vaincu ses parents après coup. C'est fin et c'est difficile. Et c'est vrai que quand on est habitué à rentrer dans les conflits et des rapports de force avec l'enfant, c'est très difficile de faire le switch, de passer à un autre schéma de comportement. Et donc, il faut pas s'inquiéter si ça marche pas dans un premier temps, mais simplement, il faut s'affiner doucement, doucement. Vous voyez, si je dis à un enfant, par exemple, il faut que tu te lèves. Alors, je peux lui dire, tu dois te lever. Et je peux dire, tu dois te lever. Vous voyez la différence? C'est exactement les mêmes mots que j'ai dit. Quand je dis tu dois te lever, ça veut dire, déjà je suis en conflit avec toi. Je dis tu dois te lever. Moi je te dis maintenant la règle. Maintenant c'est toi avec ta conscience. Tu veux pas te lever, c'est toi qui es l'obécéder. Donc par rapport à ça, Baruch Hashem, je pense qu'on a bien répondu à la question. Comprendre qu'il y a une règle qu'on ne peut pas dépasser, c'est pas forcément qu'on ne peut pas faire la chose, mais c'est tout simplement que si je fais la chose, les conséquences seront très désagréables. Donc à partir du moment où les conséquences sont désagréables pour l'enfant ou même pour l'adulte, la règle n'a pas été ébranlée, d'accord? Si je roule à 100 km/h en ville, d'accord, et que pour finir, j'ai retrait de permis et que j'ai 1500 shekels d'amende, ben la conclusion dans le monde affectif, dans mon monde émotionnel, c'est qu'on ne peut pas rouler à 100 km/h sur la ville. Ah pourtant je l'ai fait. Peu importe. À partir du moment où l'expérience émotionnelle et affective, pour finir, a été une expérience extrêmement désagréable, la conclusion sera que le message qui aura été passé, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Donc la règle n'aura pas été ébranlée. On ne peut pas dépasser cette règle. C'est important donc de comprendre que la mishmat, que la discipline, c'est pas un instrument qui va nous permettre de régler des problèmes pratiques. Par exemple, le rangement de la maison. La maison maintenant, elle est toute en désordre, d'accord? Donc maintenant, je me sers de la mishmat pour faire en sorte que la maison soit en ordre. Pas du tout. La mishmat, ça peut pas être un instrument qui va nous servir de régler les problèmes pratiques. Si j'ai un problème pratique que la maison est en désordre, alors ok. Là, dans ces cas-là, je peux peut-être me servir maintenant de la soi-disant discipline en forçant les enfants à ranger parce que pour moi c'est ingérable et c'est insupportable. Mais il faut bien savoir qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train de faire la mishmat. Je ne suis pas en train de prodiguer à l'enfant ce qui va lui permettre plus tard d'être quelqu'un qui aura de l'autodiscipline. Mais je suis en train de régler un problème pratique. C'est la première conséquence pratique, c'est de bien savoir ce qu'on est en train de faire. Deuxième conséquence pratique, de bien comprendre que la mishmat, la discipline, c'est pas quelque chose, c'est pas un instrument qui vient me régler en fait les problèmes pratiques dans la vie. C'est que même si on a un enfant qui est relativement discipliné, qui écoute, qui est un yeletov, comme on dit en hébreu, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas lui prodiguer de la mishmat. Vous voyez? Parce qu'encore une fois, cet enfant, même si c'est un enfant qui est un enfant qui est zoraim, comme on dit en hébreu, yeletov, un bon garçon, ouais, ou une bonne petite fille, d'accord? Peu importe. Lui, il a quand même besoin de s'habituer à la mishmat. Peu importe de quel endroit il démarre et de quel endroit il commence, d'accord? Même si nous, par rapport à nos exigences à nous, par rapport aux besoins qu'on a en fait dans la maison, bah cet enfant, il est génial. Lui, il a quand même besoin d'auto-mishmat, d'auto-discipline. Il a besoin de progresser, d'avancer. Donc la conséquence pratique de comprendre que la mishmat, la discipline, c'est pas un instrument qui me sert à régler mes problèmes pratiques, par exemple l'ordre dans la maison, à titre d'exemple, c'est que en fait, même un enfant qui est pour nous, à nos yeux, discipliné, a besoin de mishmat. C'est qu'il faudra s'arranger pour lui donner au moins 1 ou 2 ordres par jour. Et c'est ça qui l'habituera, en fait, qui lui fera prendre le pli. Et quand plus tard, lui, dans sa vie, il sera confronté à des situations où il sera en face d'une frustration, où il sera en face de quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, eh ben, il aura déjà une image de lui-même comme quelqu'un qui est capable. Et donc, Bezrat Hashem, ce sera quelqu'un qui ira loin dans la vie. Parce que si à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on n'arrive pas à se retenir et qu'on plonge et qu'on tombe, ben, vous comprenez bien que ce soit dans le domaine de la Torah, de la religion, du travail, ou dans tous les domaines, d'accord? Ben, vous comprenez bien qu'on peut pas aller loin. Donc, pour entraîner l'enfant à la mishmat, il faut lui demander des choses de façon régulière, au moins 1 ou 2 fois par jour, d'accord? Sans rentrer dans le conflit. Et aussi, c'est important de demander quelque chose à l'enfant qu'il est capable de faire. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, en allusion. C'est-à-dire que quand on va choisir quelque chose, il faut choisir quelque chose que l'enfant peut faire, non seulement qu'il peut faire, mais qu'il peut faire facilement. Alors attention à ce niveau-là. Parce que, quelquefois, les parents, ils ont tendance à croire. Si l'enfant a déjà réussi à faire cela, ça veut dire qu'il est capable de le faire. Quand je dis qu'il est capable de le faire, c'est-à-dire qu'il est capable de le faire au quotidien. C'est un petit peu comme si quelqu'un, il est en train de sprinter. D'accord? Il fait un sprint. On vous dit, ah, tu vois, tu sprintes, tu peux sprinter. Donc vas-y, continue. Mais non, on peut pas sprinter en permanence. Donc même si l'enfant, ponctuellement, il a pu se surpasser sur quelque chose, ouais. D'ailleurs, c'est une belle erreur de la part des parents de dire, ah bah tu vois que tu peux. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Parce que
pouvoir ponctuellement faire quelque chose en se surpassant, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire au quotidien. Donc il faudra bien se poser la question, est-ce que l'enfant peut faire ça relativement de façon facile? Et c'est seulement sur ce genre de choses qu'il va falloir en fait prodiguer, dispenser de la discipline à l'enfant, sur des choses qu'il peut faire relativement facilement. Alors il faut quand même qu'il y ait un petit combat, parce que sinon, si c'est quelque chose qui fait naturellement, c'est plus de la mishmal. Mais il faut faire bien attention que c'est pas quelque chose qui est vraiment difficile pour l'enfant, on va dire, qui est un petit peu défini comme un exploit pour l'enfant. Parce que si vous faites cela, en fait, pour finir, l'enfant, il veut pas y arriver, il va s'essouffler, d'accord? Et en fait, le résultat, il va être exactement le contraire. C'est-à-dire que quand vous demandez des choses à l'enfant, et que pour finir, l'enfant, il va craquer, il y arrivera pas, vous l'éduquez à l'anti-mishmat. Vous l'éduquez, en fait, à l'anti-discipline. Vous l'habituez, en fait, à enfreindre des ordres, parce que, en fait, vos ordres, ils sont systématiquement pas au niveau de l'enfant. Donc ça va être tout le temps des conflits, ça va être tout le temps des bagarres, et l'enfant, pour finir, en fait, il va s'habituer à enfreindre les ordres. Donc ça aussi, il faut faire attention. Quand on a un enfant qui n'écoute pas pour finir, d'accord, on avait dit tout à l'heure que première chose qu'il fallait vérifier, qu'est-ce qu'il y tire comme profit? Et dans 99% des cas, le profit, c'est qu'en fait, il y a eu un rapport de force et c'est qu'il a senti en fait qu'il a réussi à vaincre papa, donc ou vaincre maman, d'accord. Donc c'est un profit maintenant de puissance. Mais maintenant, il y a une deuxième possibilité. Lorsque l'enfant va pas écouter ce qu'on lui dit, deuxième possibilité, c'est tout simplement que nos demandes, nos exigences, elles sont pas en fait adaptées aux besoins de l'enfant. Bon là, c'est vrai que c'est difficile de savoir où mettre la barre en fait. Pour ça, je pense qu'il faut beaucoup de prières et il faut vraiment traiter au cas par cas. C'est-à-dire, chaque enfant, c'est difficile. Vous voyez, par exemple, un enfant qui est des signes de terre, par exemple, du mazal de la Betula. Le mazal de la Betula, c'est le malage de la Vierge. Tous les signes de terre, c'est des signes, par exemple, qui ont du mal à se réveiller le matin. C'est des signes qui ont du mal à bouger. Donc, demandez, je sais pas, un enfant comme ça maintenant de se lever honnête tous les matins, c'est très difficile. Même très tôt, c'est très difficile, d'accord? Alors que quand vous avez des signes, par exemple, de feu, c'est des signes maintenant qui ont de la gvoura, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on peut dire en face de la caméra, il faut le traiter au cas par cas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit nous occuper et c'est quelque chose à laquelle il faut bien réfléchir. À partir de quel âge est-ce qu'on doit commencer à exercer cette mishmat? Eh ben en fait, je vous le dis tout de suite, l'âge 0. Alors vous allez me dire, mais 0, il est tout bébé, il comprend rien, qu'est-ce qu'on peut dire à un bébé? Ne croyez pas que les bébés, ils comprennent pas. Bon, s'il est vraiment tout bébé, peut-être j'ai un peu exagéré en disant l'âge 0. En tout cas, on va dire à partir du moment où il est en âge de comprendre l'intonation. C'est-à-dire, même s'il comprend pas mes mots, il comprend l'intonation. Quand je dis non, il comprend que papa, il est pas d'accord. Et vous voyez qu'en fait, il est déjà tout petit, il peut déjà commencer à comprendre. Alors pourquoi c'est important? Je veux dire, non seulement c'est important, mais en plus c'est l'âge idéal. Parce que c'est l'âge où en fait, il y a beaucoup moins de révolte. Et donc, à cet âge-là, on n'a plus, si vous voulez, le problème à gérer des rapports de force. Et là, effectivement, la mishmat, la discipline, on pourra la faire de façon un petit peu plus énergique. On pourra la faire de façon un petit peu plus, avec un pouvoir exécutif un petit peu plus, qui va un peu plus s'exprimer. Parce que normalement, à cet âge-là, il n'y a pas vraiment de révolte contre les parents. Donc, en fait, c'est l'âge idéal. C'est l'âge où vraiment l'enfant, il est malléable, et c'est l'âge, pendant lequel on pourra idéalement vraiment former l'enfant. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Vous voyez, plus l'enfant il grandit, quand il arrive à la crise d'adolescence, là, ça devient très très dur. C'est très très dur. Mais avant cela, c'est comme de la pâte à modeler. Donc c'est là qu'on peut donner en fait la forme et qu'on peut lui donner en fait la forme d'un Ben Adam, de quelqu'un qui plus tard deviendra quelqu'un qui saura aller jusqu'au bout de ses ambitions, qui saura aller jusqu'au bout de ses décisions, qui va pas s'effondrer quand il va avoir en face de lui une frustration ou une envie ou une te'ava ou un désir, il va plonger. Ça va être quelqu'un de fort. C'est quand l'enfant il est tout petit qu'on peut vraiment le mieux réussir à lui donner cette forme. Et cette image de lui-même, et cette image du monde, et cette image aussi de ses modèles. Je vous rappelle que c'est important aussi nous-mêmes de montrer à l'enfant, pas forcément qu'on est parfait, mais au moins qu'on s'efforce, nous aussi, de travailler notre autodiscipline. Donc si on n'est pas des gens disciplinés, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas éduquer à la discipline, mais par contre c'est grave si on ne montre pas à l'enfant, au moins qu'on fait des efforts dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, il faut être honnête. Il faut pas faire de la comédie, du cinéma à l'enfant. Il faut vraiment faire un effort. Il faut que l'enfant il sente qu'on est sincère. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait éduquer. Donc on a dit que c'était important de demander des choses à l'enfant qui étaient à son niveau, pas des choses qui sont au-dessus de son niveau. Mais il y a aussi un autre point qui est important. Il faut aussi s'habituer à demander des choses à l'enfant que nous-mêmes on peut gérer. Je vous explique. Par exemple, à titre d'exemple, vous voulez maintenant éduquer un enfant, un petit enfant, de pas rentrer dans la chambre de papa et maman. Je vous donne un exemple. Je vous dis pas quoi faire. Je vous dis pas que forcément c'est ce qu'il faut faire. C'est qu'un exemple. C'est qu'un titre d'exemple. D'accord? Donc il faut faire attention
à ce que nous, on puisse être là pour vérifier que l'enfant ne rentre pas dans la pièce de papa et maman. En d'autres termes, qu'on soit toujours là pour dire à l'enfant, à chaque fois qu'il va aller dans la direction de la pièce de papa et maman, il va vouloir rentrer. Non, papa, il a dit non. Mais si maintenant, la plupart du temps, je peux pas gérer, je suis pas là, d'accord, l'enfant, il peut rentrer un petit peu comme il veut. Là, il faut faire attention à ça parce que là encore, c'est une éducation à l'anti-mishmat. Je ne suis pas là pour gérer, je suis pas là en fait pour voir ce qui se passe. Et donc l'enfant, il va s'habituer à rentrer régulièrement dans la chambre de papa et maman, sachant très bien que papa et maman sont pas d'accord. Donc là, ça ne va pas. On habitue l'enfant, en fait, à enfreindre les lois. On habitue l'enfant au contraire de la discipline, à l'antidiscipline. Donc 2 points. Faire attention que l'enfant, il est en mesure de faire facilement ce que je lui demande. 2e point, de faire attention que moi, je suis en mesure de gérer derrière.